Bonjour Philippe Vanneux, est-ce que vous pouvez présenter votre film en quelques mots? Bien, alors donc ça s'appelle Le jour où Dieu est parti en voyage. Il s'agit d'un film qui raconte le parcours d'une jeune femme rwandaise pendant le génocide de 1994 et qui la suit pas à pas dans son périple pour tenter de survivre et de sauver sa vie. Au début du film, elle est aux prises avec les tout premiers jours du génocide et elle est la nourrice d'une famille de coopérants belges qui sont évacués par les soldats et qui la laissent cachée dans le grenier de leur maison et sans pouvoir rien faire d'autre pour elle. Et elle reste là, seule, sachant que ses enfants sont restés dans son village, dans sa maison. Elle est évidemment très angoissée, très inquiète et qu'elle va n'avoir de cesse que d'essayer de les rejoindre et que malheureusement au moment où elle arrivera pour les retrouver, ils ont été tués et que à partir de là, elle n'a plus d'autre refuge que la forêt et elle se réfugie dans la forêt. Elle rencontre un autre homme, elle rencontre un homme plutôt, qui est blessé. Qu'elle se résout à soigner un peu contre son gré. Et à partir de là, disons que cette espèce de couple d'infortune va essayer de trouver un refuge dans la forêt. Lui se remet, dès qu'il en a l'énergie, il se remet dans la vie. Il se remet à construire, à essayer d'organiser leur misère ordinaire en quelque chose de vivable. Et elle, malheureusement, par contre, probablement du fait de la mort de ses enfants, la manière dont ils ont été assassinés et la façon dont on a disposé de leur corps, elle ne parvient pas à se réconcilier avec la vie et elle glisse de plus en plus, inexorablement, vers un désespoir sans autre possibilité que la mort, en réalité. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire? Mais le début de l'histoire est vrai, c'est-à-dire que le début de l'histoire, ce sont des gens que j'ai rencontrés à leur retour à Bruxelles au tout premier jour du génocide. Ils avaient été évacués par les soldats, c'était des coopérants belges. Ils avaient une nourrice qui s'occupait de leurs 4 enfants et ils n'ont rien pu faire d'autre que de la cacher dans le plafond de leur maison avant de partir. Ils étaient évidemment dévastés par leur impuissance et leur incapacité à véritablement protéger cette femme. Et moi, j'ai pas réussi à me défaire de ce témoignage et de l'image que cette femme a produite. Je l'ai gardée en moi pendant des années sans savoir quoi en faire, mais je n'arrivais pas à m'en défaire justement. Et donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que peut-être en essayant d'imaginer son parcours, en essayant d'en faire un récit, il y avait une possibilité pour moi d'explorer ce que peut être le parcours de survie de quelqu'un qui est nié dans sa condition d'homme et plongé dans un désastre aussi tragique que le génocide. D'où la nécessité de faire une première fiction et de ne pas rester dans le documentaire. C'était le besoin de fantasmer sur... Non, pas fantasmer, mais de trouver une identification à ce personnage. Le documentaire fonctionne très bien et moi j'en ai vu quelques-uns que je trouve vraiment très bouleversants. Sur le génocide. Mais on est quand même toujours replacé dans la narration, un personnage qui fait témoignage de ce qu'il a vécu et qui nous parle a posteriori de cette expérience. Et moi je voulais qu'on soit dans le temps présent, je voulais qu'on soit dans l'instant présent et qu'on puisse s'identifier le mieux possible à cette femme, qu'on puisse ressentir, non pas de manière intellectuelle, mais de manière viscérale vraiment, la souffrance qu'elle en vit. C'est une fiction, mais vous avez quand même voulu coller au réel. Je crois par exemple que vous avez choisi des acteurs qui n'étaient pas des acteurs professionnels. Oui, absolument. Après, je trouve qu'au niveau de la narration même, il y a des détails très réalistes. Par exemple, quand elle fait pipi sur la blessure parce qu'elle n'a que ça pour désinfecter. Voilà, il y a des trucs qu'on peut choisir ou pas choisir de filmer. Vous avez choisi de filmer
des détails vraiment... Moi je me suis... pour moi il était évident qu'un film comme celui-là, au-delà de la volonté de pouvoir s'identifier au personnage, il fallait donc aussi pour moi que ce soit très réaliste. Il fallait qu'on puisse trouver les ressorts à l'intérieur de ce récit qui font qu'on est parfaitement inclus soi-même en tant que spectateur dans le génocide. Et ensuite, à partir de là, effectivement, le récit s'égrène de situation en situation. Et voilà, c'est très rudimentaire quand on n'a rien. Elle est debout, elle a ses jambes pour courir, elle a sa tête pour penser éventuellement, mais elle a surtout son ventre pour lui dire et son instinct pour lui donner le réflexe du survie. Et puis à partir de là, oui, quand on n'a rien, on fait avec ce qu'on a. Et donc, pour moi, c'était l'évidence. Oui, c'est vrai qu'on ressent très fort ce côté d'un personnage tout à fait démuni, qui n'a rien, qui est entouré juste de forêts vierges. Et justement, pour avoir cette proximité avec le personnage, est-ce que vous avez gardé le principe d'une équipe de tournage assez légère ? Ça c'était un vœu, oui, mais malheureusement on s'est quand même retrouvé une cinquantaine parce que ça grossit inexorablement parce qu'il y avait énormément de monde qui souhaitait travailler, qu'en plus les salaires en Rwanda sont assez dérisoires par rapport à ce qu'on connaît chez nous, et que la moitié de l'équipe était rwandaise et donc on a pu compter sur des compétences de pas mal de gens. Alors moi je trouvais qu'effectivement on était probablement un peu nombreux pour faire un film comme celui-là, mais enfin bon c'est comme ça. Oui, parce qu'on s'imagine dans cette forêt les moindres traces de branches cassées, etc. Ça va tout de suite se voir. Absolument, c'était une condition sine qua non du film. Il fallait évidemment que nos traces à nous n'apparaissent jamais. Et donc ça a été une vigilance constante de vérifier que personne de l'équipe n'empruntait un autre chemin que celui qu'on avait défini pour accéder au plateau, à l'endroit de tournage, et ainsi de suite. Donc tout ça, j'étais très vigilant. C'est une des seules choses qui m'énerve, mais ça m'énerve, et donc ça a été très clair dès le début, et ça s'est super bien passé. Et alors pour revenir au choix des protagonistes, des acteurs, donc pour moi effectivement il ne s'agissait pas d'emmener avec moi des gens qui seraient extérieurs à cette tragédie. Il fallait que les gens qui soient les acteurs du film soient eux-mêmes rescapés. En tout cas en ce qui la concerne. Ressenti ce que ça pouvait être en tout cas. Et donc, si vous voulez, j'ai pas le sentiment que... Enfin, pour moi, il y avait deux conditions pour elle, en tout cas. D'une part, il fallait qu'elle soit rescapée, d'autre part, il fallait qu'elle ait toujours vécu au Rwanda et qu'elle soit en prise directe avec sa propre culture et qu'elle n'ait pas été influencée par une culture occidentale parce qu'elle aurait vécu pendant quelques années en Europe ou en Amérique du Nord. Donc pour moi, c'était vraiment un préalable. Et donc j'ai effectivement cherché sur place, j'ai rencontré un bon nombre de jeunes femmes pour incarner ce rôle. Et donc c'est une route que j'ai choisie et j'ai vu que j'étais très impressionné par sa prestation. Chapeau. C'est extraordinaire. Elle est vraiment remarquable et en fait, effectivement, elle avait 9 ans au moment du génocide et elle habitait une maison devant laquelle il y avait une barricade, et donc pendant 2 mois, tous les jours, elle a vu des choses probablement horribles se passer devant chez elle. Donc elle parle quasiment jamais, j'ai très peu d'informations d'elle-même, elle ne sait pas vraiment exprimer là-dessus. Oui, justement, vous n'avez pas essayé de la manipuler en ravivant ses souvenirs, non, elle ne s'est pas du tout confiée. J'ai simplement compté sur elle, et c'est elle qui a trouvé en elle les émotions, le ressenti de ce qu'elle avait subi, de ce qu'elle avait vécu à l'époque. Oui, elle s'est dirigée elle-même. Et c'était bien ça l'intention, il s'agissait de transmettre en réalité. C'est une forme de témoignage, mais là il est vraiment à la première personne, c'est un jeu. Et donc moi je comptais beaucoup là-dessus et elle l'a donné d'une manière extraordinaire, d'autant plus qu'elle ne s'exprime jamais par les mots. Il y a très peu de dialogue. C'est son visage, ce sont ses yeux, et on lit comme dans un livre. Moi je suis fasciné encore maintenant de la regarder, exprimer cette douleur, exprimer cette souffrance, son désarroi, sa colère. Tout ça est vraiment très prégnant et
très explicite par son seul visage. Justement, vous qui venez plutôt du monde de la photo, je crois, vous avez été chef-op. Chef opérateur, oui. Ouais. Donc vous n'avez pas eu trop l'habitude de diriger des comédiens. Par contre, vous avez pu, je suppose, enfin vous avez aussi eu, on va J'ai dire. regardé les autres faire. Oui, mais voilà. Par contre, vous avez l'habitude du cadre. J'imagine que vous avez pris fait vous-même le cadre, non? Non, j'ai refusé. Enfin, j'ai fait le cadre de temps en temps quand il s'agissait de faire des plans à l'épaule, des choses comme ça. Mon chef opérateur m'a très volontiers passé la caméra à ce moment-là. Mais en gros, je l'ai vraiment délégué l'image. Je ne voulais absolument pas me laisser polluer l'esprit par le travail de l'image. Je pense que je serais tombé assez facilement dans mon propre piège et j'aurais de nouveau recommencé à réfléchir en termes de chef opérateur et pas tant en termes de réalisateur. Et pour moi, je voulais être absolument concentré sur mon travail avec cette image. Donc je n'ai rien fait de ça. Et justement, ce désir de faire un film sur le génocide de Rwanda avec une fuite dans la forêt, est-ce que c'est aussi, est-ce qu'on peut parler d'un attrait pour ce genre de décor aussi? L'envie de filmer dans dans la forêt. La forêt pour moi est importante depuis toujours. C'est un lieu que je sillonne depuis l'enfance. J'avais une forêt à côté de chez moi quand j'étais gamin. En Belgique. En Belgique, à la sortie de Bruxelles. Et j'y passais énormément de temps. J'y passe encore du temps à chaque fois que je retourne. Disons qu'à Paris, on a du mal à trouver une forêt. Mais la forêt pour moi est un lieu important. Elle est aussi un lieu de vie. Le son d'ailleurs est très important dans le film. Tout à fait. Et donc pour moi, il s'agissait de présenter la forêt comme un être vivant et qui plein grouille, de vie. qui grouille De vie. Et qui en plus est totalement indifférent à cette tragédie humaine. Et donc le son ne se laisse jamais emporter par la dramaturgie. Il reste parfaitement égal et en même temps très fluide, très cristallin, si j'ose dire. Et on entend tout. Parfois c'est même le son qui dirige le récit, on va dire. Souvent on est en plan fixe. Par exemple, je pense quand elle est dans le grenier et qu'on entend tout ce qui se passe à l'extérieur, ou bien même quand elle est cachée dans la forêt et qu'on entend les miliciens qui les cherchent, quoi. Oui, et en fait, pour moi, il était aussi, je pense que le son... Sans doute très puissant comme ça. Oui, je pense, je trouve qu'on gagne en puissance en utilisant davantage de son que l'image. Moi, ce qui m'intéressait, il y a deux choses. D'une part, son visage était au centre du film. Donc, c'était ses yeux, son visage partout, tout le temps. Et c'était le fil conducteur, c'était le cadre de lecture du film. Et puis, autour de ça, peut-être parce que je fais de l'image et que je connais bien les limites de l'image, j'ai le sentiment qu'on produit une émotion plus intense par le son que par l'image. J'ai l'impression que le son a quelque chose qui touche très vite et instantanément l'inconscient et qui produit à ce moment-là une imagerie différente pour chacun. Et pour chacun, mais qui est beaucoup plus large et qui est beaucoup plus sincère et beaucoup plus authentique que l'image qu'on va reconstituer d'une séquence de violence. Peut-être plus de l'ordre de l'inconscient et de l'instinctif. Moi, je voulais jouer sur ce registre-là. Je voulais qu'au moment où on entend les cris, au moment où on entend la souffrance des gens, éviter de la voir, je pense que c'est important parce que ça permet de rester à l'écoute et de rester spectateur et de ne pas se cacher les yeux parce qu'il y a des choses insoutenables à regarder et qu'on ne veut pas les voir. Je n'avais pas envie d'ajouter, si vous voulez, à cette souffrance qui est réelle, qui est la souffrance de centaines de milliers de gens, je n'avais pas envie d'ajouter du voyeurisme à ça. Donc pour moi, il fallait rester digne par rapport à ça. Je trouve que le son nous permet ça. Il nous permet l'émotion et la communication de cette souffrance et l'empathie avec les gens qui l'endurent et sans la répulsion.
que l'image produit assez souvent et assez facilement. Alors en plus, je fais encore une petite marge là-dessus, en tant que réalisateur, s'attaquer à des scènes de violence par l'image, reconstituer des scènes de violence par l'image, là où les images d'archives sont très fortes, tout le monde les a vues, tout le monde les connaît, les images du génocide au Rwanda, tout le monde a vu les routes de terre jonchées de cadavres, tout le monde a vu ces types qui hachaient menus des gens couchés à terre, tout le monde a vu ça. Reproduire ça pour la fiction, c'est d'une part, c'est risqué, oui, parce qu'en fait, ou bien on n'est pas tout à fait à la hauteur de l'image d'archive et de l'image réelle, et à ce moment-là on devient trivial, et on dessert totalement le projet qu'on est en train de construire, ou bien on est à la hauteur, et à ce moment-là ça devient un morceau de bravoure, et tout d'un coup c'est le réalisateur qui apparaît. Et moi il ne s'agissait pas que j'apparaisse là. Moi je me suis mis au service de ce récit et de cette femme, donc voilà, je suis resté là. Et le son m'aide énormément en effet, je suis ravi. Juste une dernière question. Est-ce que vous pensez que c'était absolument nécessaire d'attendre plusieurs années avant de pouvoir retourner avec des gens du lieu, dans le contexte, etc. Alors, moi je pense que oui, effectivement, il y a une gestation qui est nécessaire et qui est nécessaire pour tout le monde, aussi bien pour les Rwandais eux-mêmes que pour nous, dans notre reprise de contact, dans notre compréhension de cette tragédie. Ça s'est passé de la même manière après la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu attendre une quinzaine d'années avant qu'on voit surgir et revenir un petit peu sur le devant de la scène des affaires qui avaient cadre l'Holocauste. Serge, Beate Klarsfeld ont commencé leurs investigations dans les années 60. Et je pense que juste après la guerre, il y avait au contraire un véritable désir de tourner la page et quelque part d'arrêter d'être confronté à cette violence, à cette souffrance. Et donc après, c'est une génération suivante qui vient et qui demande à savoir, et qui demande à connaître. Et je pense que ça se passe de la même manière à chaque fois, et que donc oui, il y a un moment, il faut attendre, il faut que les choses mûrissent, et que pour que cette réflexion puisse s'exprimer. Et je pense que c'est d'autant plus nécessaire que quand on est trop près d'un événement, on est dans une émotion qui est différente, et qui ne permet pas la distance et le recul nécessaire, et qui donc parfois trahissent le désir de bien faire en étant soit vindicatif, soit en colère, soit larmoyant. Voilà. Moi je voulais avoir une distance juste par rapport à ces choses. Ok. Bon, merci. Merci.